Maméry, qui est depuis 2022 professeur des universités en mathématiques appliquées à Saint-Étienne, à l'Institut Camille Jordan, qui fait partie de l'Université Jean Monnet. Il a obtenu son doctorat en mathématiques à l'Université de Lille en 2008. Il est également directeur de la structure fédérative interdisciplinaire ModMad, modélisation mathématique et aide à la décision. Donc, ses recherches portent essentiellement sur la modélisation en sciences de la vie, avec des applications en écologie, médecine et biochimie. Et j'ai noté dans sa bibliographie qu'il y avait pas mal d'applications sur le Covid. Et puis aussi sur le cancer, essentiellement en fait, dans ce que j'ai vu, mais il nous parlera peut-être d'autres choses, sur la transduction du signal et donc la modélisation mathématique appliquée notamment à la voie RAS. Alors moi, je voudrais dire à titre personnel à quel point je trouve important qu'on utilise la modélisation mathématique en biologie. Je pense qu'on ne l'utilise pas assez parce qu'elle peut apporter énormément de choses et je pense que le séminaire du docteur Maméry va nous le prouver maintenant. Voilà. Merci beaucoup et bienvenue. Merci, merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Donc, alors effectivement, moi je suis mathématicien, donc je ne suis pas médecin, pas biologiste. Et alors je ne vais pas vous faire un exposé de maths, hein, c'est pas le but. Je- alors même si je vous montrerai un petit peu de maths juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et essentiellement, ce dont je vais parler, c'est de quelques travaux avec l'équipe du professeur Antoine Gamiche du CHU d'Amiens. Alors, pourquoi je vais me focaliser plutôt sur ça? Alors, juste, si vous faites une petite recherche hein, sur PubMed, hein, vous tapez, je fais ça avant-hier, hein, donc c'est vraiment très récent. Donc, vous tapez modèle maths et cancer, et vous regardez un petit peu le nombre de publis où il y a des maths pour le cancer. Vous voyez, depuis donc, les trois premières publications en 66, aujourd'hui on est à peu près autour de 200 publications par an. Donc faire vraiment un exposé exhaustif sur les maths pour le cancer, c'est quasiment, enfin, dans le temps imparti, ça va être très difficile. Donc il y a toutes sortes de maths hein, pour la médecine. Alors peut-être plus familier avec les biostatistiques. Alors moi, je ne vais pas tellement vous parler de statistiques, hein. Je vais vraiment vous parler de vraiment comment on construit des modèles. Et vraiment, on va se focaliser sur deux types de cancers et essentiellement sur les voies de transduction dans un cas et dans un autre cas, justement, où les voies de transduction, ça ne fonctionnait plus et on a dû faire un petit peu autre chose. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment, à partir en gros d'une question très concrète, on construit le modèle et puis surtout comment on revient au problème de départ, hein, comment on revient au problème de médecine pour essayer d'aider, de répondre à une question d'importance. Alors, pourquoi bon, petite présentation, pourquoi les maths, en particulier en médecine, en cancéro, c'est important. Donc, le but un peu des modèles, là, ici, hein, ça va être d'aider à l'analyse et aussi à la compréhension. Voilà, c'est pas, donc, là, j'écris analyse, compréhension et prédiction. Donc là, ce qu'on va voir justement dans les exemples que j'ai pris, ça va être typiquement ça. Donc on avait un traitement, une thérapie ciblée qui fonctionnait plus ou moins, mais on ne comprenait pas vraiment pourquoi. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment elle fonctionne, cette thérapie, pourquoi elle fonctionne et pourquoi elle ne fonctionne pas dans d'autres cas. Et, et les maths, hein, l'idée aussi des maths, c'est de traduire un petit peu ce phénomène complexe qu'est le cancer en de choses plus simples. Donc l'idée, c'est pas de décrire tout. Donc vraiment, je vais essayer de vous montrer ça aussi. Donc la voie de traduction, c'est des choses très compliquées. Et est-ce qu'on veut tout décrire ou est-ce qu'on veut faire quelque chose entre les deux, c'est-à-dire décrire le phénomène complexe, alors de manière simplifiée, mais pas non plus trop simple. Parce que si vous faites quelque chose de trop simple, peut-être vous n'allez pas bien décrire le phénomène. Si c'est trop compliqué, ben, vous ne pourrez pas faire de maths dessus. Et aussi quelques autres avantages, bon, ça c'est l'avantage, c'est l'inconvénient de l'approche mathématique ou l'approche in silico, hein. Parfois on parle par rapport au in vivo,
ou bien au in vitro, bah, c'est plusieurs choses. Donc d'abord, en termes, voilà, en termes de coûts, hein, en ce moment, on parle beaucoup de budget, de coûts, etc. Donc les maths, ça a vraiment je vous montrer après, on peut faire des tests sur des patients virtuels de manière très rapide et très peu coûteuse. Bon, essentiellement, vous avez un ordinateur, ça marche très bien. Donc c'est aussi très flexible. Bon, vous allez voir comment nous on a fait, voilà, pour adapter les choses sans tout modifier pour avoir plusieurs cas d'études. Alors un des inconvénients, c'est la validation. Donc la validation, donc, l'approche expérimentale, clinique, elle est directe. Donc l'approche mathématique, ben, il faut quelque part convaincre que ce qu'on fait n'est pas totalement délirant. Donc plusieurs façons de convaincre, hein. Il y a la qualité des sorties du modèle, mais il y a aussi tout ce qui est toute la mathématique qui est derrière. Donc il y a toute une forme de validation mathématique, je vous montrerai à la fin euh, ce que la FDA a sorti en termes de validation sur les modèles, où, euh, où voilà, les maths sont importantes. Mais là, c'est pas direct, faut travailler un peu là-dessus. Donc d'un point de vue éthique aussi, c'est important, c'est que ben voilà, nous on va faire des maths, on va faire des patients virtuels. Donc, on va être moins dépendant d'essais sur le vivant, notamment sur l'animal. Donc, juste revenir un petit peu sur ce qu'on va essayer de décrire et pourquoi nous, on a été amené et pourquoi moi, en tant que mathématicien aussi, j'ai été amené à travailler sur ces thématiques. Donc, le cancer, bon, vous connaissez, je pense, tous, hein, vous êtes là. Donc, phénomène très complexe. Et dans la plupart des cas, voilà, l'apparition des cancers, c'est un phénomène clonal. Et puis voilà, qui va engendrer essentiellement une forte prolifération, une résistance à la mort cellulaire, à l'apoptose, une invasion des tissus et dans certains cas la métastase. Et dans la plupart des cas, donc l'apparition est précédée de mutations. Donc on observe des mutations et puis on peut déduire une probabilité d'apparition des cancers. Alors, nous, on a travaillé sur le carcinome hépatocellulaire, hein, dans le cancer du foie. Le cancer du foie, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est le cancer le plus commun. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des hépatologues. Alors, ce que j'ai compris, c'est que ce cancer-là, il est en général traité par les hépatologues et pas par les oncologues. Donc, c'est aussi une autre façon de le traiter. Et puis c'est toujours précédé de cirrhose. Donc, en général, le cancer, donc, le foie normal, la cirrhose, et ensuite va apparaître le carcinome. Et ici, ce qui est observé, c'est qu'il y a assez peu de mutations, voire très peu, voire pas du tout de mutations. Donc, déduire un cancer à partir de mutations, c'est quelque chose de pas immédiat. Donc, l'idée, c'était vraiment de partir de ce postulat-là. Donc, on était venu euh, voir pour ces questions-là. Donc, essayer de comprendre, voilà, les thérapies ciblées pour le cancer, le cancer du foie, pourquoi ça marche pas. Et une des cibles pour le cancer du foie, voilà, c'est la voie signalisation R, que je vais rappeler pour ceux qui ont pas. Et ensuite, on va regarder un petit peu sur d'autres cancers. Donc, est-ce que ce qu'on a fait pour le cancer du foie, ça s'adapte facilement pour d'autres cancers? Donc là, en particulier pour les cancers tête et cou, on va voir qu'en fait, non, ça ne marche pas. Il faut réfléchir un petit peu le modèle. Donc, c'est pour ça que la mise en équation maths, c'est pas aussi simple. Voilà, quelque part, la généricité des choses. Donc là, je vais montrer comment construire un modèle dans le cas des hépatocarcinomes. Et en gros, les maths sont derrière. Donc la voie R, qu'elle apparaît un peu partout. Est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a fait de point de vue maths pour d'autres types de cancers? Alors en théorie, ouais, mais en pratique, ça ne marche pas si bien que ça. Alors, juste pour faire un petit rappel pour tout le monde, alors moi je suis pas un spécialiste, mais juste pour comprendre un petit peu peut-être euh, comment la thérapie ciblée a été vendue et comment peut-être ça a été interprété jusqu'à ce qu'on fasse un peu ces modèles maths.
Donc, en gros, la voie de signalisation, elle fonctionne comme ça. Donc, vous avez des récepteurs à la surface, des signaux extérieurs. En gros, ça passe la surface. Et puis, vous avez les différentes protéines. Donc, si vous êtes des experts de la voie de transduction, ça marche comme ça. Bon, si vous n'êtes pas des experts, c'est pas très grave, hein. En gros, vous avez des protéines activées. Donc, RAS, cette protéine va activer celle-ci, qui va activer celle-ci, qui va activer celle-ci. Et en gros, cette dernière protéine, ERK, elle va transcrire le génome. Donc, notamment, voilà, tout ce qui va être lié au cancer. Donc, mais ça, c'est une voie tout à fait normale, hein. Tous les jours, hein, tout l'instant. Cette voie fonctionne voilà, pour régler donc, mais ce qu'on sait, voilà, alors pour expliquer peut-être un peu plus précisément donc, comment ça se passe, la signalisation, alors c'est pas une voie directe comme ça, hein. Donc vous avez la protéine, donc la protéine va phosphoryler ou devenir active, et c'est cette forme active qui va activer la prochaine protéine. Donc en fait, il y a deux protéines, donc l'ajout d'un phosphate, en gros, voilà, c'est pour ça qu'on rajoute un P. Et donc, en gros, si je reviens dans mon petit dessin juste avant, vous avez cette protéine qui va s'activer. Et la version active va activer RAF, donc la façon phosphorylée va activer MEC, qui va phosphoryler, qui va activer R, qui va phosphoryler et qui va transcrire le gène. Donc, il y a deux étapes à chacune de ces protéines. Et donc, et ce qu'on sait, c'est que voilà, cette voie, elle est importante. Donc, alors, elle est importante. Alors, on sait que voilà, pour les cancers du côlon, bah, cette protéine-là, RAS, est mutée. Donc, voilà, s'il faut faire une thérapie ciblée, il faut essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de RAS. Sur les mélanomes, on sait que RAF est muté. Donc, sur le cancer du foie, voilà, il n'y a pas de mutation, mais voilà, on sait que c'est une voie importante. Donc, voilà, il faut le ciblage thérapeutique. Donc, ce qui est, en gros, voilà, ce qui est proposé, c'est de, en gros, couper cette voie d'activation. Donc, il y a un traitement qui est proposé pour le cancer du foie, qui était le seul jusqu'à encore récemment. Alors, il y a d'autres traitements qui sont sortis depuis, mais qui sont tous des dérivés de celui-là. Donc, mais pour faire simple, la thérapie ciblée, c'est de dire, ben voilà, il y a cette voie qui est active. Donc, le dernier qui va jouer sur le génome. Donc, en gros, si je coupe cette flèche-là, de manière très naïve, hein, si cette flèche-là est coupée, bah, ça fonctionne plus normalement. Le cancer stop. Donc, sorafenib, voilà, c'est un traitement qui est proposé pour le cancer du foie, qui est vendu comme ça. Voilà, c'est un inhibiteur de RAF et qui est censé couper cette flèche-là. Alors, si on regarde un petit peu sur les résultats, les résultats cliniques, hein, bon, c'est une étude qui date d'assez longtemps, mais les résultats n'ont pas tellement changé. Ce que vous voyez, c'est que, bon, effectivement, ça marche un peu mieux que le placebo, donc c'est pas non plus négligeable, hein, mais voilà, c'est pas si bien que ça. Alors pourquoi? Bon, essentiellement les cancers du foie, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent suite à une cirrhose. Donc, c'est diagnostiqué souvent très tard. Donc, les traitements arrivent aussi très tard. Et voilà. Donc, ça, c'est un des points importants. Mais essentiellement, voilà, on sait que ça marche un petit peu mieux. Mais en gros, pourquoi dans tous les autres cas, ça ne marche pas? Et pourquoi ça marche dans ces cas-là et pourquoi ça ne marche pas? Donc, vraiment, la motivation, c'était vraiment ça. Donc, est-ce que, avec des mathématiques, on peut essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dans cette voie de signalisation? Ensuite, comprendre vraiment comment le traitement fonctionne. Et si, une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'on peut un petit peu améliorer euh, le traitement et la régulation de la voix. Ok. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on a fait. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez décrire, voilà, c'est complètement illisible. Donc, vous comprenez bien que voilà, si vraiment vous voulez décrire toute la voix, donc là, je vous l'ai montré très simplement avec quatre protéines. Bon, une version active, une version pas active, mais voilà. Si on veut vraiment aller dans le détail, et je me dis, bon, voilà, je connais rien, je vais essayer de tout décrire. Bon, vous voyez que c'est complètement illisible.
Donc, si je veux traduire ça en mathématiques, ouais, ce que j'avais dit au départ, c'est que je veux traduire un truc compliqué en quelque chose d'un peu plus simple. Bah, si c'est pour prendre quelque chose de compliqué et le traduire en quelque chose de tout aussi compliqué, c'est peut-être pas intéressant. Donc, mais essentiellement, là, voilà, il n'y a rien à voir dans ce, dans ce schéma. C'est vraiment beaucoup trop compliqué. Donc, l'idée, c'est de, voilà, est-ce qu'on peut voir des choses un peu plus simplement? Donc, il y a par exemple ce modèle qui a été développé en 2002. Donc, vous voyez, bon, ça commence avec les récepteurs, hein, donc les récepteurs ici de croissance. Et puis, voilà, ça redescend. Donc, ici, vous allez reconnaître le ERC hein, qui est là, le MEC, ici, il y a le RAF. Donc, le RAS, il est là. Voilà. Donc, on les reconnaît, les principales protéines que j'ai mises avant. Mais voilà, là, si vous voulez tout décrire, hein, ça fait 100 une équation. Ça peut se faire, hein. Il y en a qui aiment bien écrire tout ça. Ouais, et puis, donc, nous, on n'est pas parti là. On s'est dit, bah, bon, ça reste encore trop compliqué parce qu'à la fin, on veut quelque chose d'assez performant, qui puisse être utilisé facilement, interprété aussi facilement. Donc, savoir où on va cibler exactement. Donc l'idée, c'était vraiment ça, c'est de dire, bah, on va se concentrer sur vraiment les principales protéines qui nous intéressent. Alors, comment on fait ça? Donc, c'est pas uniquement le mathématicien qui décide, qui dit, bah voilà, ça c'est trop compliqué, ça c'est encore compliqué. Bon, je vais choisir au hasard ces quatre-là. Donc, ça, c'est un travail, voilà. Donc, le mathématicien ne peut pas faire ça tout seul. Donc, on discute avec les médecins. Il nous dit, voilà, à leur avis, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important justement pour expliquer le médicament et qu'est-ce qui est important ensuite pour l'interprétation clinique, etc. Donc, on s'est dit, on va se concentrer sur ces quatre protéines principales et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a un petit peu en stock, en données, en données. Donc ici, voilà. Donc moi, je ne parle pas d'IA, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais donc l'idée, c'est d'avoir des choses, donc des modèles explicatifs. Ok. Donc c'est pas de dire je prends la donnée, je mets dans une IA, elle me donne un résultat, je ne sais pas pourquoi elle me le donne. Ça. Donc là, nous, on travaille vraiment, on veut des modèles explicatifs, c'est-à-dire qu'on veut donner une interprétation à la fin, expliquer ce qui se passe. Donc du coup, voilà, on a voilà, ces trois lignées, on avait trois lignées cellulaires, donc une lignée pour lesquelles ça fonctionne, donc le traitement fonctionne, une lignée résiliente, plus ça fonctionne et puis ensuite ça fonctionne plus, et une lignée totalement résistante. Et puis voilà, on a des blots à 3 heures différentes et les expériences sont répétées 3 fois. Donc vous voyez, c'est pas un très grand jeu de données. Donc, est-ce qu'avec ça, on est capable de faire déjà des choses? Ok. Ça, c'est juste pour montrer un peu les blots, à quoi ça ressemble. Et donc là, on va faire une première étude plutôt statistique pour voir un petit peu vraiment. Bon, ici, j'avais mis des flèches dans tous les sens un petit peu pour, euh, pour décrire vraiment à la fin qu'est-ce qu'il nous reste. Donc vraiment dans le schéma, vous voyez, j'étais parti, en gros, on était parti dans un truc hyper compliqué. Et en fait, avec les données qu'on a, ce qu'on veut en faire, vous regardez le sorafenib, tout ce que ça dit, c'est qu'en fait, on a besoin de connaître uniquement ça. Donc, en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on a donc la protéine phosphorylée, donc les deux indications, on va dire RAF, les MEC, donc normal et phosphorylée, inactive et active. Et au plus, voilà, on a aussi des rétroactions. Donc, ça, c'est des choses importantes, c'est-à-dire qu'on peut, des choses qui reviennent dans l'autre sens. C'est-à-dire que ici, en gros, ici, on a la flèche qui, je n'ai pas mise, qui va vers le gène, vers la transcription du génome. Donc là, si, voilà, la version active de ces protéines va jouer un rôle sur ce qui était précédemment. Donc il y a vraiment des rétroactions importantes qu'il faut prendre en compte. Donc en gros, voilà, c'est juste pour expliquer la première démarche. Donc il y avait une question compliquée, un phénomène compliqué, et tout ça, on a transformé en quelque chose de voilà, beaucoup plus simple. Donc au final, on a ça. Donc, et d'un point de vue maths, en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout la version phosphorylée de ces choses-là, parce que en gros, ce qui est important, c'est lui. Hein. C'est le tout dernier, c'est la version phosphorylée de ERC. Hein, et donc maintenant, c'est le travail vraiment du mathématicien de traduire ça en équation mathématique. Donc là, il y a plusieurs choses. Donc là, c'est de la biochimie, donc il y a des lois.
Donc on peut faire des choses, on ne part pas de nulle part. Donc en général, la bio, c'est pour ça que c'est plus difficile aussi d'un point de vue maths. Donc on fait des maths pour la physique, bon, il y a toutes les lois de la physique qui permettent de construire les choses. Quand on fait des maths pour la biologie, pour le cancer, ben, il n'y a pas toujours des lois. Donc des fois, on construit un petit peu des choses ad hoc qui ne sont pas basées sur... on essaie de reproduire des phénomènes qui ne sont pas basés sur vraiment des lois. Donc ici, on a des lois biochimiques, donc on peut construire les équations. Alors, je dis, je ne ferai pas un exposé de maths, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les maths. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en gros, voilà, ce qu'on a à gauche, c'est la variation en temps de de la concentration ou du niveau d'activation de la protéine, ici. Et en gros, ce que vous voyez, c'est que vous avez une partie positive, une partie négative. Et ce que vous voyez dans la partie positive, en gros, c'est la partie de phosphorylation, donc la partie d'activation. Donc, vous voyez, c'est une partie qui est activée par ce que je dis avant, par la protéine juste avant. Et vous avez une partie de déphosphorylation, de désactivation. Donc, en gros, voilà, c'est à chaque fois ça, vous avez une partie plus, une partie moins, une partie plus, une partie moins. Pour des choses un peu compliquées, comme ici, vous avez les rétroactions qui apparaissent. Donc, ça donne un système d'équations non linéaire mais qui, d'un point de vue maths, bon, c'est pas si difficile que ça à résoudre. Et puis, il y a plein de paramètres voilà, qu'il faut déterminer. Donc ça, mais ça, essentiellement, c'est le rôle du mathématicien d'écrire les équations et de vérifier que ce que j'ai écrit là, d'un point de vue maths, a un sens. Et une fois, voilà, une fois qu'on a trouvé notre modèle, il faut essayer d'aller le comparer à, à nos deux. Donc, et voilà que donne le modèle. Alors, pour expliquer, donc tous les petits points, ça, c'est les données qu'on avait. Et en gros, les courbes, c'est le modèle. Donc en gros, voilà. Ici, bon, c'est pas si mal que ça, hein. Ça reproduit plutôt fidèlement ce qui se passe. Donc en gros, d'un point de vue mathématique, là, ce qu'on repère, hein, donc en gros, pour la résistance et les, les, les lignées sensibles, c'est que voilà, on va aller voilà, ici. Donc ça n'atteint pas à zéro, hein, ça marche, mais voilà, ça décroît vers une valeur assez faible. Donc ici, c'est plutôt les voies activées, hein, donc c'est PR. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout la courbe en noir, hein, ici. Voilà. Donc l'activation de ERK. Bon, voilà. Si le médicament fonctionne, puis voilà, ça redescend et ça converge vers un équilibre. Donc la résistance, ici, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis voilà, ce qui est intéressant ici, c'est la résilience. Alors la résilience, c'est aussi un truc un peu rigolo pour lequel les médecins n'avaient pas forcément pensé, c'est qu'on retrouve vraiment un phénomène oscillatoire. Donc, eux pensaient vraiment que c'est plutôt, voilà, ça décroît et puis ça va croître une seule fois. Voilà, ça marche et puis ça marche pas. Mais là, ce qu'on observe, c'est vraiment un phénomène oscillatoire. Donc, ça, voilà, on n'a pas vraiment cherché à regarder plus, mais voilà, c'est aussi important voilà, quand quelque part on va demander, voilà, en tant que mathématicien ou quelqu'un qui fait des statistiques ou qui a besoin de données, donc, il a besoin de dire à ses collègues médecins, biologistes, ben, j'aurais besoin que tu récupères de la donnée. Vous voyez, s'ils avaient mesuré en gros à 4 heures, ici, ici et ici, ben, vous voyez pas, vous avez l'impression que en fait, le traitement fonctionne. Donc là, bon, ils ont fait bien leur choix, ça a un bon de sa naissance. Donc là, vraiment, la dynamique résiliente est vraiment importante, donc le phénomène oscillatoire. Voilà. Donc, en gros, voilà, on a construit le modèle, ça reproduit assez fidèlement euh, ce qui se passe. Et maintenant, ce que je dis, c'est que ben, on avait en gros 9 données cliniques. Maintenant, je peux faire un peu ce que je veux avec mon modèle. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu. Donc, en gros, quand on a des modèles de maths, en fait, c'est assez simple de générer des patients virtuels. Alors, pour cette méthode-là, on a généré en 3 fois 23 000 patients. Alors, pour une autre méthode statistique, je ne vais pas insister là-dessus, mais plus compliqué, on a généré 23 millions de patients virtuels. Et ça prend quelques secondes. Donc, il y a des méthodes mathématiques pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'un super ordinateur pour faire ça. Donc, et l'avantage, voilà, c'est qu'en quelques secondes, bah, vous allez simuler une variabilité de patients suffisamment grande, voilà, sans avoir à les faire venir à
l'hôpital, faire des biopsies, etc. Et quels sont les résultats voilà, qu'est-ce qu'on identifie parmi tous ces patients? Donc, on prend tous ces patients et on va essayer de regarder dans le modèle ce qui est important, ce qui est pas. Et donc, ce qu'on observe, c'est, voilà, effectivement, quand on regarde les patients pour lesquels le médicament marche, ben, on retrouve bien le RAF. Donc, voilà, effectivement, sorafenib, donc il était vendu pour bloquer RAF. Bon, quand il fonctionne, effectivement, c'est plutôt vers ça qui va. Alors, pour les autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans le cas résilient, ce que le modèle dit, c'est que moi, c'est pas BRAF déjà. Le BRAF, voilà, en gros, ouais, pour expliquer rapidement, donc plus vous êtes éloigné de l'origine, plus c'est influent. Donc, voilà. Donc, voilà, plus on est loin, plus c'est un influent. Donc ici, voilà, tout ce qui est BRAF, c'est plutôt là. Mais ce qui est vraiment résilient, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est plutôt c'est le CRAF. Donc, il y a un peu de tout qui est appliqué. Donc, c'est pas si évident. Et puis pour la résistance, en fait, c'est pas les RAF, hein, c'est plutôt MEC bon, chaque paramètre est lié à un phénomène précis, hein. Donc c'est le paramètre, voilà. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a le paramètre, voilà, qui est un paramètre important, qui est le VE3, donc qui est lié plutôt à la déphosphorylation de R. Donc en gros, ce que dit le modèle à la fin, c'est qu'en fait, sorafenib, il n'est pas. Voilà, le traitement, voilà, en théorie, le traitement, il est censé couper cette flèche qu'il y a. Voilà. Donc voilà, si vous enlevez les rétroactions, donc s'il n'y a pas de flèche retour, voilà, comme j'avais mis au début, si la flèche là qui est coupée, c'est censé bloquer tout. Donc là, ce qu'on observe, c'est en fait ce que dit le modèle, c'est que non, en fait, pas du tout. Il n'agit pas sur cette flèche qui est là, il agit sur cette flèche qui est là, en fait, le traitement. Alors ça, c'est bien beau, mais c'est le modèle qui dit ça. C'est pas forcément la réalité. Donc c'est pour ça que voilà, comme je disais un petit peu au début, quand on fait des modèles pour la médecine, bon, alors bien sûr, nous en tant que matheux, on aime bien prendre des modèles médecine, faire des maths. Donc, mais là, voilà, il y a une question au départ, il faut essayer de revenir à la question de départ, quoi, répondre à une vraie question. Et donc, nous, nous, on a donné ce résultat à nos collègues médecins et on leur a dit, ben, teste si effectivement c'est cette flèche-là qui est importante. Bon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un inhibiteur ici pour empêcher ce phénomène-là. Et puis voilà, ils ont remis sur Rafenib. Alors même dans le cas où ça fonctionnait, et puis voilà, en gros, voilà. Et donc même dans le cas où ça fonctionnait, bah, sorafenib ne fonctionne plus. C'est-à-dire même dans la lignée sensible sorafenib, en fait, c'est pas parce qu'il va, c'était censé supposer couper des RAF, mais en fait, il ne coupe pas le RAF, il va plutôt vers la phosphatase. Donc ça, c'est voilà, ça je pense à un résultat, bon, d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui n'était pas du tout euh, dans les têtes et qui est venu du modèle mathématique. Vraiment, voilà, toute la construction ensemble du modèle mathématique et la conclusion du modèle a fourni ça. Et c'est quelque chose à laquelle ils n'avaient pas du tout pensé. Et je pense que bon, Sorafenib, il était vendu. Alors, j'avais les tarifs, hein, je crois que c'était 2600 euros la boîte. Donc, donc il était voilà, vendu comme tel et accepté un petit peu comme tel. Et puis voilà, vraiment le modèle math a permis d'un petit peu comprendre, comprendre ce phénomène-là. Donc à quel endroit il appartenait. Et puis ça a permis plein de choses. Et donc la question un petit peu qui va avec, on a des traitements. Donc voilà, maintenant on sait où agit le traitement. Et après, c'était de comprendre un peu où se trouvent les résistances. Bon, ça, c'est la grande question de tous les traitements. On va partir les résistances. Et une fois qu'on connaît les résistances, est-ce qu'on peut aller un petit peu au-delà? Alors, je ne vais pas insister sur vraiment la partie mathématique. Alors là, il a fallu faire un modèle un peu plus compliqué. Donc, je vous dis tout à l'heure, on s'est concentré sur ces choses-là. Alors, pour regarder les résistances, il faut aller regarder aussi un petit peu ce qui se passe à la surface de la cellule. Et puis regarder un petit peu. Donc, on avait fait une quantification voilà, de 20 récepteurs et au final, en fait, on n'en a gardé que 3. Alors ici, vous regardez, c'est un peu classique, hein. Pour en cancer, il y a les récepteurs de la croissance. Et ici, comme on est sur du foie, bah, ce qui apparaît, c'est aussi l'insuline. Donc les récepteurs de l'insuline qui apparaissent. Donc c'est un peu naturel. Donc là, on a construit un modèle plus compliqué, donc il y a un peu plus d'équations.
Mais c'est pas très grave parce que, comme je veux dire, on fait un petit peu par étapes. On va construire un premier modèle simple avec en gros quatre éléments importants. On a déduit des choses. Le modèle est bien construit. Et puis on va le complexifier un peu. On va le rendre un peu plus réaliste en rajoutant petit à petit. Donc là, voilà, on a trois équations en plus. Et puis ça va permettre vraiment d'observer les résistances. Alors voilà, j'ai pas écrit vraiment le modèle pour pas non plus en mettre trop. Et après, voilà, en mathématiques, il y a toute une théorie qui s'appelle la théorie du contrôle optimal, qui va permettre notamment de dire quel traitement il faut donner, à quelle dose. Et on peut carrément donner un plan, un plan expérimental, même, même clinique, pour dire, bah voilà. En gros, il faut donc là, en gros, ce qu'on dit, hein, alors là, c'est très bio, très maths, hein, c'est pas passé jusqu'aux essais cliniques, mais en gros, voilà, il faut combiner avec d'autres traitements. Donc notamment, voilà, un inhibiteur de la croissance, un inhibiteur de la protéine qui était juste au-dessus. Donc alors comment on les combine, etc., c'est aussi une vraie question. Et puis voilà, on peut aller au-delà de la résistance. Donc alors n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin. Alors il y a certains hôpitaux qui utilisent notamment le contrôle optimal pour le cancer du sein, je crois à Marseille, hein, ils ont toute une gamme pour personnaliser les traitements avec donc une vraie théorie mathématique derrière de contrôle optimal qui permet de doser vraiment la chimiothérapie. Alors nous, on n'est pas allé beaucoup plus loin sur le cancer du foie. Alors pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que, alors je ne sais pas comment va réagir la Société française de cancer à ça, mais alors politiquement, le cancer du foie est considéré comme une maladie évitable. Dans le sens où on nous a dit, voilà, si des gens ont une vie saine, ils vont pas attraper le cancer du foie. Bon, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Et donc, en gros, on nous a dit, voilà, si vous continuez là-dessus, bon, vous ne serez pas financé, etc. Donc ça, une des raisons. Alors, c'est des travaux qui sont beaucoup utilisés, donc c'est assez impressionnant. Donc, j'étais beaucoup contacté en Chine et aux États-Unis, où ils réutilisent vraiment tout ce qu'on a fait sur ces trucs-là. Donc, d'un point de vue clinique là-bas pour faire ces choses-là. Et l'autre raison, c'est que, alors comme je l'ai dit, là, c'est des travaux qui ont été faits essentiellement avec le CHU d'Amiens. Et au CHU d'Amiens, alors il y a la première greffe de visage au monde qui a été faite par le professeur Bernard de Vauchel et qui nous a dit, eh ben, c'est très joli ce que vous faites, mais est-ce qu'on peut faire ça pour les cancers ORL? Donc les cancers ORL à Amiens, c'est vraiment je pense, un des endroits les plus importants au monde, hein, sur ces questions-là. Et ils avaient beaucoup de questions liées, alors, liées aux thérapies ciblées et aussi liées à l'immunothérapie. En fait, ils ont beaucoup de questions sur les traitements Alors, alors, les cancers tête et cou, c'est encore particulier. Là, pareil, c'est pas non plus, en tout cas à Amiens, c'était pas les hépatologues qui géraient, c'est pas les oncologues qui géraient ça, c'est passé plutôt en chirurgie. Donc, c'était le service de chirurgie. Et, et du coup, il avait beaucoup de questions voilà, sur les récidives, pourquoi les thérapies ciblées ne passent pas bien, pourquoi l'immunothérapie ne fonctionne pas non plus pour la plupart des cancers ORL. Et voilà, et notamment, voilà, c'est pour ça qu'on avait commencé un petit peu à faire ça. Et donc la première question, c'est voilà, est-ce qu'on peut cibler la voie ERK un petit peu comme on l'avait fait précédemment? Ouais, donc, en gros, voilà, tout ce que j'ai dit avant. Donc on sait que c'est une voie qui apparaît aussi naturellement dans ces cancers. Et est-ce qu'on peut aller viser quelque part dans cette voie? En fait, ce qu'on a montré assez vite, c'est que, bon, ouais, si vous voulez, on peut écrire un modèle maths, vous aurez un truc pour jouer, mais ça ne va pas vous servir à grand-chose. En fait, ça va même servir à rien. Donc, le modèle permet aussi quelque part de dire ça et qui permet de dire que, bah, en fait, ça ne sert à rien de s'acharner sur aller chercher une thérapie ciblée pour ce type de cancer. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, vous pouvez développer des traitements.
Donc, il faut repenser un petit peu tout ce qu'on a fait et voir. Donc, bon, donc, pareil, là, il voulait un modèle un peu explicatif, du coup, de pourquoi ça marche pas, où faut aller chercher. Et du coup, là, on est reparti un peu plus, vraiment beaucoup plus en amont. Donc là, on a fait vraiment de la donnée. Bon, on va dire que c'est la mode. Et donc, bon, sur les cancers TTQ, donc, il y a beaucoup de choses, donc, notamment sur le cancer génome atlas. Hein, si vous allez, bon, il y a une base de données. Alors, c'est des données américaines. Donc les conclusions sont plutôt sur des patients américains. Mais voilà, de la donnée clinique, de la donnée euh, génomique, de la méthylation, des protéines. Donc, il y a un beau jeu de données. Donc là, on peut commencer à faire d'analyse supervisée, non supervisée. Et donc, et moi, je ne suis pas médecin. Et donc, j'ai dit, bon, surtout encore. Donc, j'avais appris beaucoup de choses sur les cancers du foie, mais peut-être cancer ORL, bon, je ne connaissais rien. Donc, je vais dire, moi, je vais partir sans a priori, je vais faire comme si je ne connais rien. Et puis, on va faire ce qu'on appelle l'analyse non supervisée. Donc, c'est-à-dire, c'est typiquement, vous prenez la donnée, vous dites à votre IA, c'est à la mode de dire ça, qu'est-ce que tu vois dans la donnée? Donc, il va regarder ce qu'il voit dans la donnée. Et alors, et dans le même temps, alors on n'a pas fait que de l'analyse non supervisée, on a fait de l'analyse supervisée. Donc, on a sélectionné ce qui était important pour les chirurgiens, notamment donc l'invasion périneurale et puis des scores d'évolution des cancers. Et puis, on refait une analyse. Donc, on va dire, en gros, qu'est-ce que tu observes dans la donnée, sachant voilà, ces critères-là. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que voilà, sur les gènes, donc sur les 20 000 gènes, à la fin, il en sélectionne 34. Après, bon, c'est quoi ces 34 gènes? C'est un peu la question qui va avec. Donc ça, voilà, vous mettez ça dans GeneCard, c'est ça qui est un peu rigolo. Vous mettez la liste directement, plein de noms de code un peu bizarres. Voilà, les noms. Les noms. Donc en fait, bon, sur les 34, en fait, ça se réduit à 19 parce qu'il y a des copies, donc c'est juste la même, mais nommée un peu différemment. Donc finalement, il ne reste que 19. Et sur les 19, finalement, on a sélectionné 7. Alors les 19, on peut les voir. Et puis, alors, je pense qu'il y a des médecins dans l'assistance. Donc je pense juste en regardant la liste des gènes, ils savent me dire à quoi ça correspond. Donc ça, j'étais très impressionné que les médecins qui ont travaillé, quand on leur a montré ça, eux, ils savaient tout de suite à quoi c'était lié. Bon, ils connaissent la liste de tous les gènes. Et en fait, c'est rigolo quand on regarde vraiment à quoi c'est lié, tout ça, c'est lié vraiment à la coagulation, en fait. Donc, tous les effets de coagulation, donc c'est pas du tout lié à la voie elle-même, hein. C'est vraiment voilà, les effets de thrombose, les effets de coagulation qui sont importants. Donc voilà, tout ça, c'est relié voilà, à ce qu'on appelle le coagulome, donc la partie coagulation, la partie fibrinolyse du modèle. Donc en gros, ça veut dire quoi? Donc après, ça se comprend aussi, hein, donc comme je dis, c'est de la chirurgie, donc on va opérer, et donc tous les phénomènes de coagulation sont aussi sont des phénomènes vraiment importants dans les traitements de ces cancers. Donc en gros, ce que ça dit, c'est-à-dire que si vous voulez, en gros, utiliser une thérapie ciblée, une immunothérapie, il faut faire attention à la coagulation. Donc, mais encore une fois, voilà, là c'est que de la donnée, mais ça explique pas ce qui se passe. Donc, moi, ce que je vous ai dit, c'est que nous, on veut des modèles un peu explicatifs. Donc, juste en conclusion, je vous dirais pourquoi c'est important les modèles explicatifs. Donc là, vraiment, j'ai donné la donnée, il me dit que c'est ça, mais il ne me dit pas pourquoi c'est ça. C'est juste, voilà. Voilà. Donc, il faut développer des modèles explicatifs. Et donc là, c'est là qu'il faut faire un peu des maths. Donc, on va regarder un petit peu plus précisément le phénomène de la coagulation, comment ça se passe. Donc, voilà, à partir, donc, ça, c'est vraiment les choses très classiques en coagulation, hein. Donc, à partir d'une blessure, les plaquettes s'activent, donc dépendant des facteurs de croissance, etc. Bon, il y a plusieurs voies de, alors, coaching, euh, bon, d'activation, etc. Ensuite, une fois que c'est coagulé, on va casser la coagulation. Donc, c'est partie féminoliste. Ok, donc, il faut essayer de traduire un petit peu tout ça, en maths.
Bon, dessiné un peu autrement, en réalité, c'est plutôt un cycle hein, qu'il faut voir entre. Alors, c'est pas des protéines un petit peu comme tout à l'heure, hein, c'est pas une voie d'activation. Donc, mais en gros, en gros, ça commence ici, les facteurs de croissance, facteurs tissulaires hein, qui vont activer la thrombine, qui va activer la fibrine, donc, ce qui va créer la coagulation. Ensuite, il va aller à la plasmine qui va casser la coagulation. Et ce qui se passe au final hein, pour ces cancers, c'est que bon, voilà, la partie fragmentation ne se fait pas complètement. Donc à la fin, ce qu'il vous reste, c'est en gros, il vous reste une structure, un gel, ce qu'on appelle un gel, qui va vraiment empêcher tout de passer, quoi. Donc, les traitements de passer. Donc ça, il faut prendre en compte ça dans les modèles. Alors ça se traduit, hein, je peux traduire un petit peu de manière biochimique, hein, comme ça. Et après, voilà, le travail, c'est d'écrire les maths de ce truc-là. Alors je vais écrire rapidement, je vais pas trop insister là-dessus, parce que là, bon, c'est des choses un peu plus compliquées. Donc il y a la partie euh, voilà, qui concerne uniquement ces choses-là, donc la thrombine. Alors, donc ici, c'est plutôt le fibrinogène, la fibrine, etc. Donc, c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, donc c'est des équations différentielles. Donc, il y a une partie sur l'activation bon, ici, je suis plutôt dans le fibrinogène, là. Activation et dégradation. Donc, ici, on est plutôt sur l'activation, dégradation, activation, dégradation. Donc, tout à l'heure, on était plutôt sur la phosphorylation, déphosphorylation. Donc c'est un peu différent. D'un point de vue maths, c'est pas si différent que ça. Et puis ça, en réalité, il faut combiner ça avec voilà, ce qu'on appelle des modèles de coagulation. Vous allez décrire vraiment ce qui se passe d'un point de vue coagulation. Donc en gros, pour traduire simplement, vous dites que voilà, un agrégat de taille I plus J, c'est un agrégat de taille I plus un agrégat de taille J. Donc c'est comme ça que ça se construit. Donc, vous avez deux morceaux. Donc, voilà, un taille 9 et un taille 11, ils se mettent ensemble, ça fait quelque chose de taille 20. Donc, et ça se traduit d'un point de vue maths. Alors, c'est des équations plus compliquées. Donc, bon, ça dépend des propriétés avant. Voilà. Je ne vais pas insister sur ça. Bon, voilà, ça donne ce qu'on appelle des équations. Donc, il y a une infinité d'équations à résoudre. Mais voilà. Donc, au final, ça donne un système un peu compliqué. Il y a maintenant une infinité d'équations à résoudre, mais qui permettent, en gros, de dire des choses. Alors, ça, c'est juste pour le côté maths, hein. Donc, on peut faire des maths. S'il y a des maths dans la salle, on peut même écrire des théorèmes. Voilà, qui nous disent en gros, alors c'est un théorème de maths, mais qui n'est pas totalement inutile. Voilà, c'est pas juste pour faire beau dire on fait des maths. En gros, ce que ça dit, ce théorème, c'est dit que voilà, en fonction des propriétés des tissus, en gros, ben, il va exister un temps à partir duquel il y a un gel qui va se former. Et le gel, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui ne peut pas être cassé. Bon, enfin, il ne peut pas être cassé naturellement. C'est-à-dire qu'il faut rajouter des traitements pour casser ce gel. Oui, donc ça paraît rien. C'est un théorème joli pour nous matheux, mais quand même qui a une importance on va dire, clinique hein, qui est pas négligeable, qui vous dit quand même que effectivement, il y a des gels qui apparaissent en fonction de certaines conditions qui peuvent être mesurées sur les tissus. Donc voilà, on peut rajouter des coagulants, des anticoagulants, je ne vais pas tellement insister là-dessus, mais voilà, on peut combiner à ça avec des. Voilà, j'ai pas tellement parlé de ça. Oui. Euh, Donc on peut ajouter ça avec tout ce qui est de la pharmaco, donc la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, comment on prend en compte les traitements en plus. Donc ça, c'est aussi un truc un peu rigolo qu'on a fait avec une stagiaire. Donc il voulait voir le. Voilà. Donc maintenant, on sait qu'il faut, en gros, qu'il faut utiliser des anticoagulants. Il faut combiner ça avec des anticoagulants pour que ça marche. Voilà. Et comment faire? En gros, est-ce qu'on juste je mets un seul anticoagulant? Donc, je vous avais montré tout à l'heure, par exemple, pour le traitement optimal, il fallait combiner quatre traitements. Donc, est-ce que combiner des anticoagulants, c'est aussi simple que ça? Donc, les effets, voilà, comprendre les effets des traitements, c'est aussi important. Voilà, donc, en gros, ça, c'est si on le fait tout seul, si on le fait tout seul. Donc, bon, ça, c'est sur la partie croissance, en gros. Donc, fabrication de la coagulation, ça, c'est la partie euh, 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 donc, désactivation, dégradation, pardon. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand vous combinez les deux, alors ça améliore pas ni l'un ni l'autre, hein, ça a plutôt un effet, ce qu'on appelle
un effet euh, euh, donc voilà, ils ont un effet contraire, ou bien on va dire que ça moyennise les deux. Donc voilà, l'effet de combiner des traitements, voilà, il est pas clair d'un point de vue. Bon, on peut faire des expériences, mettre les traitements, etc. Donc, mais le modèle mathématique, voilà, il vous permet aussi de construire un peu aussi toute la pharmaco. Voilà, j'ai pas tellement insisté sur la partie forme. Ok. Alors, juste pour conclure, donc là, l'idée, c'était encore une fois de ne pas vous montrer tout- tout ce qu'on peut faire avec des maths, hein. Donc, vraiment sur deux exemples. Alors, on a fait aussi des choses sur le glioblastome, sur d'autres sur d'autres cancers. Donc l'idée, voilà, c'est plutôt de vous montrer comment on construit des modèles mathématiques explicatifs et comment on essaie de les adapter. Alors sans oublier, donc là, typiquement, voilà, le mode d'action du sorafenib, c'est quelque chose qui était vraiment pas du tout connu avant ça. Et, et- et pareil, hein, bon, c'était plus. Alors la coagulation, ils s'en doutaient quand même, mais ça apparaissait pas clairement, voilà, comme quelque chose d'important. Peu importe ça. Donc bah, après, voilà, ça, j'ai pas tellement insisté là-dessus. Peut-être c'est plutôt après. Donc après, il faut pas oublier quelque part, voilà, on a construit des modèles, on a des théorèmes, etc. Mais il faut pas oublier que voilà, c'est toujours des simplifications de la réalité. Donc on simplifie des modèles, on essaie d'expliquer des choses, mais le modèle ne dit pas tout. Voilà, il permet d'aider, de développer des choses. Alors, donc, une chose importante alors sur l'oncologie prédictive. Donc alors on demande de plus en plus d'intégrer la modélisation dans les essais cliniques. Alors, je ne sais pas pour les médecins qui sont là. Alors donc moi j'ai été mis directement dans deux essais cliniques alors qui avaient été refusés sous prétexte qu'ils n'avaient pas mis d'essais in silico. Donc, donc un durant Covid, voilà, un qui était durant le Covid et un qui est sur les hépatites sévères aiguës. Donc ils avaient fait, voilà, ils avaient proposé des essais cliniques et c'était revenu directement. On leur a dit non, non, il faut rajouter une partie sur les modèles maths, etc. Donc alors en France, c'est pas obligatoire, hein, il y a pas, même ni recommandé. Alors je crois que dans la toute dernière version d'essais cliniques, il y a une phrase où c'est écrit voilà, que les essais in silico sont les bienvenus, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors par contre, pour la FDA, alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, donc c'est assez récent, hein, novembre 2023. Donc ils ont sorti un guide, hein, donc voilà, donc, un guide pour lequel on peut, voilà, si vous suivez le guide, on peut même déposer des essais in silico, uniquement des essais in silico. Et ce qui est important dans ce guide, c'est que, encore une fois, voilà, ce qui est écrit un peu, j'ai mis en gras, c'est que vous ne pouvez pas proposer un essai in silico basé uniquement sur l'IA. C'est-à-dire que si vous dites, bon, on a de la donnée, comme j'ai fait un peu tout à l'heure, je mets de la donnée, je lance la donnée, il me dit c'est de la coagulation, donc je vais faire un traitement anticoagulation. Donc, dans ce qui est bien écrit dans le texte, il faut vraiment des modèles explicatifs, donc basés sur les lois de la physique ou les lois de la mécanique ouais, je sais pas, ou les lois les lois de la chimie. Donc, c'est vraiment un petit peu la construction que j'avais dit, hein. Donc, c'est les modèles mathématiques qui sont importants avec des choses. Et ils donnent aussi voilà, un cadre de crédibilité. Donc, ce que j'avais mis tout au début, vous avez dit la question de la validation des modèles. Donc, quelque part ici, on les a validés un peu directement parce qu'on était directement en lien avec des cliniciens et puis on avait à chaque fois des retours. Et là, ils sont assez précis sur les choses. Alors, juste pour vous montrer, peut-être j'avais mis voilà, sur la partie maths. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure, donc la question d'intérêt, etc., etc. Donc, à la fin, il faut revenir sur le rationnel. Mais voilà, il y a des vraies questions de maths, hein, en fait, qui sont posées. Donc, quand vous développez un modèle, voilà, je vous ai mis des belles équations.
donc pour des belles simulations aussi. Donc ça a l'air de marcher. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est pas parce que c'est joli que ça fonctionne. Donc que se rapproche de la réalité que c'est une vraie chose. Donc vraiment, dans dans leur, dans leur guide, c'est vraiment écrit. Voilà, il y a toute la partie maths. Donc quand j'écris des maths, il faut que je sois capable de dire que c'est un sens d'un point de vue maths. Quand j'écris un code, que je fais une simulation, je dois être capable de montrer que ce que le code donne, c'est pas des bêtises. Donc un ordinateur, vous lui donnez, il va toujours vous donner des choses. Et ça doit être aussi interprétable. Donc tout ça, c'est des questions vraiment importantes sur les maths. Voilà, je voulais pas être plus exhaustif que ça. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis encore là. Bien, merci beaucoup. Extrêmement intéressant. Moi, j'ai une question sur la validation, parce que vous avez présenté un modèle de validation un peu linéaire. On part de données, on fait un modèle mathématique, et puis ensuite on le vérifie. Mais j'ai un peu l'impression, enfin, j'ai travaillé moi-même avec des mathématiciens, j'ai fait un petit peu de ça, et j'ai un peu l'impression que ce qui est quand même plus intéressant, c'est de faire des allers-retours entre les maths et la bio. C'est-à-dire que après, il faut affiner le modèle mathématique à partir des données qu'on obtient, et puis réaffiner, etc., etc. Et Oui, c'est- je suis totalement d'accord avec vous, en fait. Donc là, je montre un petit peu le résultat final. ouais, Là, on a réussi à le faire, mais bien sûr, ça ne se fait pas du premier coup. C'est-à-dire que tout ça, toutes ces choses-là, c'est vraiment un cycle. Il faut vraiment le voir comme un cycle. Donc, on avait la question départ, on fait un premier modèle de maths, on rééchange avec les médecins. Est-ce que ça te paraît pertinent? Est-ce qu'on n'a pas oublié des variables? On reconstruit le modèle. Donc, effectivement, ça ne se fait pas comme ça par magie, euh, ouais. d'un coup. Bah, sinon, ce serait facile, hein. Vous tapez dans ChatGPT, fais-moi un modèle pour ça. Il va le faire. Diluwe. Donc, c'est Tume vraiment, voilà, diluwe lo. le cycle est Nasıl important. diluwe lo. Je- C'est euh, Aller-retour, quoi. un travail d'aller-retour. Voilà. Ça ne se fait pas d'un coup. Donc, au final, voilà. Quand Alors, ça marche, ben, on a l'impression que ça se fait facilement, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, mais il y a, justement, voilà, je n'ai pas insisté non plus là-dessus, mais peut-être que vous le voyez. Donc, moi, je suis mathématicien, je travaille avec des médecins. Donc, il y a aussi une question de langage. Donc, il y a aussi toute une période où il faut un petit peu se comprendre, voir si on parle vraiment exactement de la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est pas un travail immédiat. Il y a tout un processus pour le mathématicien de comprendre la médecine et pour le médecin alors, de aussi pouvoir échanger sur les mathématiques. ouais. Mais justement, à ce propos, finalement, l'histoire de la cible qui est la déphosphorylation de ERK, est-ce qu'il y a eu finalement une explication moléculaire à ça? C'est-à-dire revenir à la biologie et comprendre pourquoi cet inhibiteur dont on pensait qu'il agissait sur une autre cible agit en fait sur cette étape-là. Est-ce qu'il y a eu par exemple in vitro un essai de voir l'effet du sorafenib sur la déphosphorylation in vitro, par exemple, ou des choses comme ça? Ah, alors, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, ou mes collaborateurs, on ne l'a pas fait. Euh, Parce qu'on voilà, on est passé sur d'autres cancers, mais Autre alors il chose. est possible, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites après En sur fait, ça, mais ça ouvre plus de questions que... oui, au final, ça vaut plus de Voilà, questions que on de résout. réponses. Mais voilà, nous, on n'a pas tellement insisté là-dessus, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, hein. Je vois que le papier est beaucoup cité, je vois des choses passer, mais voilà, je ne pourrais pas vous répondre si ça a été fait, quoi. Et de la même manière, cette résilience oscillatoire, là, ça serait intéressant de vérifier dans les cellules qu'effectivement, on a cette oscillation. À nouveau, ça permettrait peut-être d'affiner le modèle. Oui, exactement. Ça, quand moi j'avais vu ça, j'avais un petit peu assisté justement à ce qu'on pouvait avoir un peu Ah ouais. de trucs. Et puis, bon, pour le côté clinique, ça les intéressait pas tant que ça. Oui. Du coup, voilà, on n'a pas cité là-dessus, mais moi je trouvais que c'était joli parce que Ah, voilà. ouais, c'est plutôt des biologistes que ça va Oui, là, intéresser. c'est plutôt sur la bio fondamentale. Bon, alors, j'ai pas tracé les portraits de face, on appelle les portraits de face, parce que ça fait, même d'un point de vue maths, ça fait des choses très jolies, quoi. Non, On voit des cycles apparaître et tout. c'est vraiment Donc, intéressant. Ouais, ouais, c'était très beau, quoi, d'un point de vue plus fondamental. Mais voilà, j'avoue qu'on n'a pas tellement regardé ça.
Et alors moi, j'ai encore une autre question, mais alors là, qui est vraiment ma naïveté totale. Qu'est-ce que c'est qu'un patient virtuel et comment on le construit? Enfin, Ah oui, oui. Alors un patient virtuel, en gros, ce qu'on dit, c'est que... Alors, peut-être je vais revenir sur ce truc-là. Donc, en gros, voilà, comment on a construit notre modèle. Hop, je vais peut-être revenir juste avant. Donc, on construit notre modèle avec ces données-là. Mhm. En gros, c'est 3 jeux de données, donc ça nous fait 9 patients. Donc, ça, c'est nos patients de départ. Et après, pour construire les autres patients, on va calculer en gros la variabilité possible entre tous les patients. Qu'on va inventer, alors, en quelque Et là, sorte. non, on va pas tellement inventer. Donc, on connaît en gros la variabilité sur chacun des paramètres. Ça peut se mesurer. Et en gros, en fait, ce qui est caché à chaque fois, c'est que pour chaque patient, on a une liste de paramètres. Et en D'accord. fait, ce qu'on va construire, c'est les paramètres. Mhm. Donc, on va construire un plan expérimental, un plan de paramètres. Alors, statistiquement pertinent, donc on ne le construit pas n'importe comment. Donc, il y a une théorie mathématique qui permet de dire que d'un point de vue statistique, c'est raisonnable ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on construit nos patients. Donc, à partir de ces patients, ces 9 patients de départ, on D'accord. va construire une variabilité de patients virtuels. Donc, au final, pour nous, c'est que des paramètres, quoi. Mhm. Mais voilà, mais il faut faire attention quand on les construit, on ne peut pas les faire n'importe quoi. On ne peut pas dire je fais varier tel paramètre de 5%, un autre d'un autre Ah non, pourcent. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a vraiment toute une règle. Et ça, voilà, c'est aussi ça qui est important, voilà, dans les échanges, c'est-à-dire que effectivement, le médecin, il peut me dire, ouais, voilà, tel paramètre, d'un point de vue bio, ce qui est mesurable, ce qui n'est pas mesurable, ce qui va être important pour lui de mesurer, etc. Et c'est sur ces paramètres-là aussi on peut insister plus. C'est-à-dire que s'il y a certains paramètres où de toute façon il ne pourra jamais mesurer, Mhm. bon, à quoi bon les prendre en compte, quoi. Donc voilà, il y a tout cet échange-là dans la construction du plan expérimental virtuel. Mhm. Il ne se fait pas que par le matheux. Ouais. Mhm. En gros, le mathématicien vérifie qu'on n'écrit pas de bêtises d'un point de vue maths, mais voilà, ça ne peut pas se construire tout seul. Effectivement, voilà, la variabilité entre patients, bah, on peut dire 10%, 100%, 200%. Moi, en tant que matheux, je ne sais pas. Donc, c'est le clinicien qui va me dire un petit peu, voilà. Basé sur des données. Oui, bien sûr. Super. Bah, écoutez, il n'y a pas beaucoup de questions au chat, apparemment. Tu le confirmes, Sophie? Oui, oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Ben, alors, on va peut-être arrêter là. Mais oui, voilà, je voulais vous remercier. Oui, Merci bah, beaucoup, moi aussi. Je voudrais vous remercier. C'est très intéressant. Très intéressant. Et merci. je vous partage le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 13 mars à 18 heures également, donc par le professeur Cindy Neusillet sur le microbiome et cancer, quelles actualités en oncologie digestive. Donc la semaine prochaine, on vous envoie le replay plus le PowerPoint de ce webinaire là qui vient d'avoir lieu et la possibilité de vous inscrire pour le prochain. Voilà, merci beaucoup Merci à Merci. tous. et puis bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à Au tout le monde. Au revoir.